Chaque rappeur a un compagnon de route ou de mort, et le plus souvent, ce compagnon de route ou de mort est aussi un rappeur. La règle de la rue veut que si l'un d'entre eux meurt, l'autre doit se mettre à la place de son camarade, tomber au combat et se venger de celui qui a tué son frère. C'est arrivé plus souvent qu'on ne peut le compter. Je parle de grands noms de l'industrie. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 cas très médiatisés de rappeurs qui ont fait du slide pour leurs affiliés décédés. Lil Loaded pour son frère. Le clip que vous voyez en ce moment même est le moment présumé où Lil Loaded s'est vengé de son frère aîné. C'est l'histoire d'un rappeur qui a eu une vie tout aussi folle. Mais elle devient vite tragique. Et quand je dis tragique, je ne parle pas seulement de l'op sur lequel il s'est vengé. Lil Loaded est né à San Bernardino, en Californie, et a grandi à Dallas. Lil Loaded a connu un début de vie difficile, né d'une mère célibataire et d'un père prisonnier. Enfant du milieu d'une famille de 5 enfants, la vie de Lil Loaded était destinée à empirer. Et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'il n'avait que 15 ans, Lil Loaded a perdu son frère aîné. Il faut comprendre l'importance de son frère aîné pour lui. Il n'était pas simplement un aîné né 6 ans avant lui. Il était le cogéniteur de la famille avec sa mère depuis que son père était enfermé. Il était aussi le mentor de Lil Loaded. Le rappeur l'admire, apprend de lui et entre dans la vie des gangs à sa demande. Quand il est mort, Lil Loaded a pleuré comme un bébé. Mais il a tout de suite compris qu'il devait être fort pour sa famille, qu'il était l'homme de la maison. C'était à lui d'être responsable. Mais quelque chose s'est brisé en lui. Il était devenu un méchant à partir de maintenant, sans pitié, le démon bleu autoproclamé. C'est au cours de cette période que Lil Loaded aurait glissé vers son frère. Il faut que tu saches, avant de faire tes recherches, qu'il y a beaucoup de nègres qui meurent dans le quartier et qui ne passent pas dans les journaux. Comme le frère aîné de Lil Loaded, la mort de ce dernier n'a jamais fait la une des journaux. Il ne faut donc pas s'étonner que son assassin soit lui aussi passé inaperçu dans les grands médias. Je ne vous en voudrais pas si vous me demandez comment je sais que Lil a fait glisser son frère. Eh bien, cela a tout à voir avec l'interview que Lil Loaded a eue avec DJ Vlad. Je ne peux pas vous montrer le clip pour des raisons de droit d'auteur, mais la conversation s'est déroulée comme suit. À un moment donné, alors que DJ Vlad interrogeait Lil sur sa vie et les circonstances qui ont conduit à la mort de son frère, il lui a posé cette question. Ont-ils jamais trouvé les types qui l'ont tué? Lil Loaded n'a pas voulu donner d'indice. Sa réponse a été un simple « je ne sais pas », mais DJ Vlad ne s'est pas arrêté. Il a approfondi la question en lui demandant « D'accord, mais personne n'a été arrêté, personne n'a été condamné. Rien ?» Mais l'enfant chargé n'a même pas répondu avec des mots, juste « ce qui revient à dire non », et c'est là qu'il a souri. Le genre de sourire complice où l'on sait pertinemment qu'il a pris sa revanche. DJ Vlad a donc continué à poser des questions. « Cela vous a-t-il dérangé ?» dit-il. Toujours avec le sourire aux lèvres, Lil Loaded s'est empressé de répondre « Nah ». Maintenant, je serais damné si quelqu'un me dit que cela ne veut rien dire. Parce que si vous avez suivi tout ce que j'ai dit sur Lil Loaded, alors vous savez qu'il n'est pas le genre de nigga à oublier ce genre de choses ou même à pardonner. Surtout après qu'il a failli recevoir une balle en plein visage de la part de ses adversaires. Mais il n'y a pas de fin heureuse pour Lil Loaded. Parce que malgré le fait qu'il ait eu un début de carrière de rap incroyablement réussi, Lil Loaded a rencontré une tragédie folle, en tirant par erreur sur son meilleur ami, Savage Boozy, lors du tournage d'un clip vidéo. Lil Loaded a été accusé d'homicide involontaire. Pendant ce temps, on apprenait que la fille de Lil Loaded l'avait trompé avec un autre mec. Et sa trahison a frappé le rappeur si fort qu'il a envisagé de tuer le responsable. Le 31 mai 2021, Dashawn Morris Robertson, le vrai nom de Lil Loaded, a posté un message d'adieu sur son IG Story en disant « Cher très haut, s'il vous plaît pardonnez-moi pour mes défauts et toutes les fois où je n'ai pas réussi à vous rendre fier. Je demande à entrer dans ton royaume à travers toutes mes erreurs. Je sais que vous aimez tous vos enfants et je suis prêt à ce que mon cœur et mon âme vous rejoignent. » Plus tard dans la journée, la tante de Lil Loaded a trouvé le rappeur dans une mare de son propre sang. Le rappeur s'était tiré une balle dans le crâne. Certains disent que la culpabilité de la mort de son ami l'a atteint. D'autres disent que cela avait quelque chose à voir avec sa petite amie qu'il trompait. Mais la vérité, c'est que nous ne le saurons jamais. King Von pour G-Money. Le 12 janvier 2011, Tuka, de son vrai nom Chandel Gregory, un disciple de gangster âgé de 15 ans, a été abattu par des membres inconnus d'un gang rival, les Black Disciples, dans son quartier. La police ne savait peut-être pas qui avait tué Tuka, mais la rue, elle, le savait. Et un membre du GD en particulier, une adolescente assassine, Gakira Barnes, surnommée K.I., savait qui avait tué son ami. Et elle s'est donnée pour mission de faire disparaître son ami. Le 11 août 2011, 8 mois seulement après la mort atroce de Tuka, un disciple rappeur noir nommé Odi Perry a été abattu par un membre solitaire du gangster disciple. Bien des années plus tard, la police révélera que l'assassin d'Odi était en fait K.I., notre femme assassin qui aurait eu 17 cadavres à son actif. Bien entendu, s'il a fallu des années à la police pour découvrir qui avait tué Odi Perry, la rue, elle, a immédiatement su de qui il s'agissait. Parce que, voyez-vous, Odi était une légende pour sa faction de disciples noirs. Il avait des liens avec Chief Keef et était même apparu dans quelques-uns de ses vidéoclips.
Il était une telle légende que lorsque tout a été dit et fait, tout le monde s'est mis d'accord pour renommer leur set O-Block. Le même O-Block qui allait produire des tireurs superstars comme T-Roy, Lil Durk et bien sûr King Von. Comprenez-vous le tableau que je suis en train de brosser? Bon, après la mort d'Odie, K.I. est devenu la priorité numéro 1 d'O-Block. Il devait l'éliminer, et il semblait que cette tâche incombait au démon autoproclamé, King Von lui-même. K.I. était peut-être un tireur mortel, mais Von était celui qu'il fallait craindre. Il est devenu la némésis de K.I. jouant avec elle sur Twitter, échangeant menaces et insultes. Mais quiconque a suivi leurs échanges au cours de ces premiers mois d'affrontement vous dira que Von n'avait pas l'air de vouloir vraiment éliminer K.I. En fait, on aurait dit que le démon O-Block flirtait avec l'ennemi. Je vais vous montrer pourquoi avec une série de tweets. La première fois que Von a croisé K.I., c'était le 25 septembre 2012, lorsque le démon O-Block a affirmé qu'il avait battu une femme dans le train. S'il y avait un doute sur l'identité de la personne dont il parlait, K.I. répondrait au tweet de Von le jour suivant. Tout d'abord, elle reconnaît avoir été battue, mais elle a affirmé avoir riposté, affirmant avoir tiré sur son agresseur au visage. Les noms sont restés vagues, mais on pouvait deviner que c'était le début d'une fin sanglante entre les deux. Parce que la prochaine chose que vous savez, c'est que Von lui a envoyé un tweet pour lui demander si elle était vraiment un gangster. Lorsque K.I. a confirmé qu'elle était une vraie membre de gang, Von lui a envoyé une menace directe, l'avertissant qu'elle ferait mieux de le tuer avant qu'il ne l'atteigne, parce qu'il visait beaucoup mieux qu'elle. Mais les choses allaient devenir encore plus bizarres, car alors que K.I. conservait la même énergie, se mettant en quatre pour tabasser un ami de Von, lui, commençait à agir comme si elle était sus, comme s'il lui demandait si elle avait un petit ami. Il lui a même dit franchement qu'il avait des sentiments pour elle, et a commencé à l'appeler « femme ». Il est possible que tout cela soit le fruit d'un jeu d'esprit tordu de Von, mais il était clair, pour quiconque voulait le voir, que Von ne se déplaçait pas avec urgence. Il traînait volontairement. Et pire encore, des fuites de SMS entre les deux prouveraient la véracité de cette théorie. Lorsque K.I. a demandé à Von si O-Block complotait pour la tuer, il lui a dit que c'était le cas, mais qu'il ne serait pas celui qui le ferait parce qu'il pensait qu'elle était cool comme l'enfer. À ce stade, vous devez savoir que Von était sincère. Il n'avait pas l'intention de la tuer ici. Et c'est parce que la mort d'Odie Perry était un incident de gang. Ce n'était pas assez personnel pour réveiller le démon en lui. K.I. a dû attaquer l'un des homies de Von avant qu'il ne s'en prenne à elle. Et bien sûr, elle n'a pas déçu. En 2013, Von a été jeté en prison. Pendant qu'il était derrière les barreaux, son homie, G-Money, a été abattu. K.I. aurait été impliqué dans le coup. Dès que Von s'est manifesté, K.I. a commencé à le troller en disant qu'elle souhaitait pouvoir creuser la tombe de G-Money pour pouvoir lui tirer dessus à nouveau. C'est alors que le ton de Von change. Plus de femmes, plus de flirt. Maintenant, il traite K.I. d'Op-Ho, une Op-Ho qu'il veut traquer et tuer. Il s'avère que K.I. a dû ressentir la chaleur, la pression, car elle a envoyé ce tweet inquiétant. Elle a ensuite tweeté sa position physique précise. Le 11 avril 2014, K.I., son frère et une autre personne se rendaient chez un ami pour déjeuner lorsque vers 15h30, un tireur s'est approché d'elle et lui a tiré dessus à plusieurs reprises dans la poitrine, la mâchoire, la jambe et le cou. C'était Von. Bien des années plus tard, les journaux rapporteront à quel point l'attaque a été horrible. King Von l'avait poursuivi et s'était tenu au-dessus de son corps, en lui tirant une à une des balles. Swag Dinero pour Lil Jojo. Ce clip n'est qu'un moment parmi d'autres qui a conduit à la mort de Lil Jojo, sensation de Chicago en 2012. Swag Dinero, l'homie qui allait le remplacer lorsqu'il a été tué, était son frère de sang. Même père, mère différente. L'histoire de la mort de Lil Jojo et de la façon dont son frère, Swag Dinero, a glissé pour lui est en fait l'histoire d'une bataille entre factions de gangs, d'un manque de respect extrême et des conséquences qui en ont découlé. Comme la plupart des batailles dans le Chi, il s'agissait d'une guerre entre les disciples noirs et les disciples gangsters. Lil Jojo et Swag Dinero étaient tous deux des disciples de gangsters. Mais avant tout cela, les deux frères étaient originaires d'Englewood, dans le sud de Chicago. Swag était plus âgé que Lil Jojo de 3 mois seulement. Mais avant qu'ils ne puissent tous deux marcher, ils ont été enfermés pour tentative de meurtre et ont passé la décennie suivante derrière les barreaux. Privés de père pendant toute cette période, Lil Jojo et Swag Dinero ont appris à compter l'un sur l'autre. Avec le temps, ils se sont retrouvés à rejoindre les Gangster Disciples, le groupe Brick Squad. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mais les gangs de ce genre ont toujours des problèmes dans leurs manches. Et dans la plupart des cas, c'est une question de territoire. Dans ce scénario, leur principal problème concernait l'ensemble Lamron des BD. Mais les choses se compliquent un peu, car Brick Squad était allié à STLEBT, ce qui signifiait, par extension, qu'ils se battaient aussi avec O-Block et C-100. Lil Jojo avait peut-être l'air d'un enfant mignon et innocent, mais la vérité était qu'il était loin d'être mignon ou innocent. Il était un problème dans les rues, et même s'il a grandi avec des membres de O-Block comme Durk et Lil Reese, allant même dans la même école qu'eux,
Le fait même qu'ils étaient dans des gangs différents les a préparés à la fumée qui les attendait. Il faut donc remonter à la source. Comment la viande bovine a-t-elle réellement commencé? Je parle de la dispute qui a conduit à la mort de Lil Jojo. Certains disent que tout a commencé sur un terrain de basket. Les gars de Brick Squad se sont disputés avec leurs homologues de Lamron et, avant même que l'on ait pu dire « scram », ils se sont attaqués les uns aux autres sur le terrain de basket. Mais attention, les disputes sur Twitter ou Facebook ne sont pas nouvelles et ce n'est pas toujours la genèse de Bloodshed. Le problème a vraiment commencé avec le genre Chicago Drill qui venait de prendre son essor. Chief Keef venait de mettre le feu aux poudres avec I Don't Like et Lil Durk était lui aussi très chaud. Un peu trop, si vous voulez mon avis, car le 28 mars 2012, Durk a sorti un morceau dissident intitulé List Anthem, dans lequel le rappeur s'en prenait à Brick Squad. Il a rappé « Vous ne baisez pas avec moi, alors baisez-les / mes propres négros. Je ne leur fais pas confiance / Brick Squad. Je dis baisez-les / Wooga World est avec eux, alors baisez-les / je suis dans ces rues, je ne me défile pas. » Ces paroles se trouvaient dans le tout premier couplet du morceau. Il fallait donc s'attendre à ce que le manque de respect soit réel. Et sans surprise, le morceau a explosé. Tous ceux qui n'étaient pas GD s'en moquaient. Et quand il est passé à la radio et que Lil Jojo l'a entendu, il était furieux. Le plus drôle, c'est que Lil Jojo n'était même pas encore rappeur à l'époque. Mais la dissidence l'a tellement touché qu'il a découvert presque immédiatement qu'il avait un talent pour le rap. Et ce n'était même pas du rap ordinaire. Il allait donner une diss track d'un niveau qui allait changer le jeu pour toujours. Une diss track qui allait finalement devenir l'élément déclencheur de sa mort prématurée. Le 27 avril 2012, le mois suivant la diss track de Durk, Lil Jojo a sorti un remix de la chanson Everyday de Chief Keef appelé BDK, 3 Hunak. Si vous ne le savez pas, le 300 Gang est une bande de BD qui sont cool les unes avec les autres. Je parle de Chief Keef, Lil Reese, Durk et bien d'autres. Il était donc assez fou que Jojo s'en prenne à un certain nombre de BD avec un morceau dissident. Mais Jojo avait la pagaille en tête. Il est donc allé plus loin et a nommé sa chanson BDK, abréviation de Black Disciple Killer. Rappelez-vous qu'il était un disciple du gangster. Cette décision signifie qu'il s'en prend à l'ensemble du gang des Black Disciples, et pas seulement à un ou plusieurs BD7. L'affaire était entendue. Maintenant que les gangsters disciples se réclament du BDK, la ville de Shai entre en guerre. Et Jojo a fait ce que n'importe qui dans sa situation ferait, il a capitalisé sur son succès et a alimenté la guerre naissante avec une autre diss track. Il en a sorti un autre intitulé Tied Up. Dans la vidéo, Lil Jojo a un sosie de Chief Keef attaché à une chaise. Cependant, c'est avec sa chanson I Got That Sack que Lil Jojo a vraiment dépassé les bornes pour tous les BD de la région. Dans l'outro, Lil Jojo s'en est pris au fondateur de Black Disciple, King Dave, en l'appelant Queen Dave. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le 4 septembre 2012, des témoins ont vu Lil Jojo faire du vélo dans son quartier lorsqu'il a été abattu, quelques instants après avoir publié ce tweet indiquant son emplacement exact. Aujourd'hui, son frère, Swag Dinero, a démenti ces affirmations. Il dit que son frère ne faisait pas de vélo, mais est-ce que cela a de l'importance maintenant? Bien qu'il soit difficile de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles Lil Jojo se trouvait lorsqu'il s'est fait embourber, nous pouvons vous dire que Swag Dinero s'est assuré de glisser pour lui. Car 2 mois après la mort de son frère, il a lâché ce tweet. Même les ops savent que la femme qui a enlevé mon frère ne marche plus sur Terre. Fuck M2. Key Glock pour le jeune Dolph. La mort du PRE-boss, Young Dolph, a bouleversé Memphis. Le roi autoproclamé de Memphis était mort. Qui a eu le courage de le faire? Qui l'a fait? La réponse à ces questions s'est avérée très difficile à donner pour tout le monde, y compris la police et surtout l'héritier de facto du trône de PRE, le cousin par alliance de Young Dolph, Key Glock. Au lendemain de la mort de son cousin, Key Glock a disparu. Personne ne savait où il se trouvait, ni ce qu'il faisait, ni comment il allait. Mais la plupart d'entre eux ont pu deviner, parce qu'ils savaient qu'il avait un lourd chagrin. Et ce n'est pas surprenant, car si vous n'êtes pas nouveau sur la scène de Memphis, vous savez à quel point les deux homies étaient proches. Young Dolph était comme son grand frère, pratiquement son mentor. Young Dolph était fou d'indépendance, Key Glock est resté indépendant. Young Dolph veillait à ce que personne dans son entourage ne reste sur sa faim. Key Glock veillait à ce que son équipe soit occupée et nourrie. Mais cela s'est avéré être un problème. Pourquoi? En effet, l'un des premiers suspects dans les enquêtes qui ont suivi la mort de Dolph a désigné Straight Drop, de son vrai nom Justin Johnson, comme suspect principal. Cette révélation a été douce amère pour Key Glock. Et la raison en est que le Straight Drop était un de ses amis. En fait, le tout nouveau suspect a joué dans quelques vidéos musicales de Key Glock. C'est lui qui porte la veste orange et tient un pistolet. Et c'est lui qui se trouve derrière Young Dolph et Way FN Lucci.
Pour Glock, c'est une sacrée trahison si c'est vrai. Et c'est probablement la raison pour laquelle, lorsque Key Glock a fini par rompre le silence, c'était avec un post très en colère sur sa story IG où il disait « Arrêtez de me demander si je vais bien », sachant très bien que je ne le suis pas. Mais cette merde est bien plus profonde que ce qui a été montré. Parce qu'en apparence, les gens suivaient la capture de Justin Johnson comme une justice pour la mort de Young Dolph. Mais tout le monde dans la rue savait que c'était plus que ça. Il y avait d'autres joueurs, et le complot qui a éliminé Young Dolph était une conspiration majeure entre les gangs avec lesquels Dolph avait baisé dans le passé. En février 2022, environ 3 mois après la mort de Dolph, le PDG de TZ, Josh Taylor, a été désigné comme une personne d'intérêt dans l'affaire du meurtre de Dolph. Et pour les non-initiés, CEO TZ était le chef du gang mafieux Trula, un gang qui était supposé être allié à Dolph. Alors que s'est-il passé? Là encore, il s'agit d'une question plus profonde. Et pour obtenir la réponse, nous devons retourner sur la scène de crime. Justin Johnson n'était pas un tireur isolé. Il y avait un autre tireur nommé Cornelius Smith et un cerveau présumé nommé Hernandez Govan. Mais ce que vous ne saviez probablement pas, c'est que Justin Johnson était également membre du gang de la Mafia Trula, le même gang dont faisait partie Josh Taylor, le PDG TZ que je vous ai montré il y a une minute. Mais Justin Johnson, Smith et Govan avaient déjà été arrêtés. Et comme ils étaient en garde à vue, personne ne pouvait les toucher, si ce n'est la loi. Il ne restait donc plus qu'à éliminer l'autre traître à l'extérieur. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, ne me citez nulle part car il n'y a aucune preuve que le PDG TZ a été tué par Key Glock. Mais la rue est persuadée qu'il l'a fait. Et la raison pour laquelle il pense qu'il l'a fait, c'est qu'il n'a jamais été du genre à parler de ses affaires personnelles au public ou dans des interviews. Et il n'a jamais été du genre à s'exhiber ou à se dénoncer dans ses paroles comme l'a fait King Von tout au long de sa carrière avant de disparaître. Key Glock a toujours gardé son mouvement sous clé. Il sait qui sont ses hommies et qui sont ses ops. Alors, est-ce que Key Glock a fait glisser Young Dolph? J'ai tendance à croire que c'est le cas. La mort de quelqu'un comme CEO TZ, un chef de gang responsable de la mort de King Dolph, ne peut pas être une erreur. Suge Knight pour Tupac. Le hip-hop des années 90 a été le théâtre d'une rivalité acharnée entre deux factions aux États-Unis. Sur la côte ouest, il y avait le patron de Death Row Records, Suge Knight, basé à Los Angeles. Sur la côte est, il y avait le chef de Bad Boy Records, Sean Puffy Combs, basé à New York. Ce sont les poids lourds. Mais les rappeurs sur le front de la bataille étaient vraiment entre leurs artistes. Tupac Shakur contre Biggie. Finalement, la guerre est devenue sanglante. Et tout ce sang a fini par éclabousser les portes de Suge et Diddy lorsque leurs deux artistes ont été tués l'un après l'autre. Tupac a été le premier à partir. Suge, qui se trouvait dans la voiture à ce moment-là, a également été touché. Si vous connaissez un peu l'ours en sucre, vous savez qu'il est presque toujours le premier à utiliser la violence extrême. Cela a donc dû lui faire très mal d'être le destinataire de cette violence. Et pire encore, ils ont éliminé sa poule aux œufs d'or, Tupac. 6 mois plus tard, Biggie est abattu alors qu'il est assis dans un véhicule à un feu rouge après avoir quitté les Soul Train Music Awards à Los Angeles, la ville de Suge. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas qui a réussi ce coup. Où le faisons-nous? En réalité, si vous avez été attentif au fil des ans, vous avez probablement deviné qu'il s'agit de Suge Knight. Mais demandez-vous, où sont les preuves? Où sont les reçus? Vous pouvez les trouver auprès de cet homme, Phil Carson, l'ancien enquêteur fédéral qui s'est occupé de l'affaire Biggie. Phil Carson affirme que Suge Knight a engagé un tueur à gages nommé Amir Muhammad pour commettre les meurtres et qu'il a reçu l'aide des flics ripoux de la police de Los Angeles pour dissimuler le meurtre. Avant que Phil Carson ne prenne sa retraite du FBI, il a travaillé pendant 2 ans sur l'affaire Biggie Smalls et voici les mots exacts qu'il a prononcés lorsqu'il a été interviewé par le New York Post. Toutes les preuves pointent vers Amir Muhammad. C'est lui qui a appuyé sur la gâchette. Beaucoup d'autres personnes ont contribué à orchestrer l'affaire et lui ont permis d'appuyer sur la gâchette. L'agent du FBI affirme qu'il dispose d'un témoignage oculaire et de quelques preuves indirectes qui relient Amir à l'attentat. L'un des principaux signaux d'alarme est le fait qu'Amir était un ami proche de David Mack, ce type. Et qui est David Mack, demanderez-vous? Il se trouve qu'il est l'un des policiers les plus corrompus de l'histoire de la police de Los Angeles. Alors qu'il était encore policier, il était payé par Suge Knight et a purgé une peine de prison pour un vol commis dans une succursale de la Bank of America à Los Angeles en août 1997, 5 mois après l'assassinat de Biggie. D'après l'agent du FBI, c'est ce vol qui a servi d'argent de poche pour l'assassinat de Biggie. Pourquoi? En effet, la somme n'a jamais été récupérée. Attendez, de combien parlons-nous? 722 000 $ est la réponse que vous cherchez. Si vous ne voyez toujours pas en quoi cela a un sens ou comment les fils se rejoignent, alors vous n'avez probablement pas entendu parler du scandale Rempart, la plus grande affaire de corruption policière de l'histoire des États-Unis. L'ami d'Amir, David Mack, et un autre officier, Rafael Perez, étaient au centre d'une corruption généralisée parmi les officiers de la police de Los Angeles, certains d'entre eux ayant servi d'agents de sécurité pour Suge Knight et ses disques du couloir de la mort.
Et vous vous demandez pourquoi Suge était intouchable dans les années 90. Aujourd'hui, David Mack et son ami Amir Mohamed sont tous deux libres. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux hommes nient avoir participé à l'assassinat. Mais qui les croira? Les croyez-vous? Revenons au patron de Death Row, car il a gardé les lèvres scellées depuis la mort de Biggie, et l'agent du FBI, à la retraite, n'a pas cessé de le pointer du doigt. Il a déclaré au New York Post que Suge Knight a financé le meurtre. Suge était furieux que sa vache à lait Tupac ait été assassinée. Suge avait un comptable qui faisait partie de Death Row Records et qui l'a aidé à financer les meurtres. C'est fou, surtout quand on sait que Notorious B.I.G. n'a rien à voir avec l'assassinat de Tupac. Et si vous essayez de vous en prendre à Diddy, tout ce que je peux vous dire, c'est bonne chance. Parce que vous allez en avoir besoin. Mais si vous me posez la question, je dirais que je ne serais pas surpris si nous découvrions un jour avec certitude que Suge a fait glisser Tupac en finançant la mort de Biggie. La mort et les effusions de sang n'ont jamais été interdites par le boss du couloir de la mort. C'est dans son nom. Et si vous avez encore besoin d'être convaincu, je vous laisse avec ce sinistre clip de Suge tiré d'une interview avec Jimmy Kimmel dans les années 90. Si vous avez apprécié cet exposé, cliquez sur une vidéo sur votre écran pour regarder des mini-documentaires encore plus intéressants comme celui-ci, et je vous dis à bientôt.